Bonjour à tous, donc, je m'appelle Marion Capoun, je suis éducatrice spécialisée de formation depuis 10 ans. Je travaille depuis 9 ans sur la crèche Rigolo comme la vie à Douai, où nous accueillons des enfants en situation de handicap régulièrement. Et je suis également la référente du dispositif Éveil Pluriel, qui est un nouveau dispositif qui prend son envol dans le Douaisis, puisque je travaille avec les familles, les enfants, les professionnels de la petite enfance et tout professionnel gravitant autour de la petite enfance, autour de l'inclusion des enfants en situation de handicap en milieu ordinaire. Voilà. Bonjour, donc moi je m'appelle Céline Equet, je suis infirmière depuis de nombreuses années et après avoir travaillé auprès de personnes âgées, auprès d'adolescents, je me suis tournée vers la petite enfance et notamment vers l'accueil des enfants en situation de polyhandicap dans une structure qui se trouve à Roubaix, donc la crèche Rigolo comme la vie Noémie, avec du coup l'association Noémie qui permet d'accompagner les familles accueillant des enfants porteurs de polyhandicap. Voilà, donc nous accueillons dans la crèche 8 enfants. On a 8 places réservées sur les 25 places pour accueillir ces enfants porteurs de polyhandicap. Et donc nous les accueillons au quotidien en fonction des besoins des familles et aussi en fonction de la capacité des enfants aussi à partager une journée avec nous à la crèche. Alors, on voulait commencer cet atelier en reprécisant le cadre légal qui existe. Bon, c'est pas le côté le plus sympa, mais de ce fait-là, je me lance. Donc, c'est un droit fondamental. L'accès des enfants en situation de handicap aux structures collectives d'accueil ou de loisirs est un droit fondamental, affirmé par l'ensemble des textes en vigueur. Donc, il y a la Convention internationale en faveur des personnes handicapées de 1989. Il y a également la Convention internationale des droits de l'enfant du 13 décembre 2006 et plus récemment la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Voilà, donc au niveau des textes, j'irai pas plus loin parce que je ne suis pas une experte en législation et cependant là où j'aimerais m'attarder, c'est plus au niveau des mots. Parce qu'on parle d'intégration des enfants en situation de handicap, on parlait d'intégration et 10 ans après la loi de 2005, on utilise plus le terme inclusion. L'intégration, en fait, a pour sens que l'enfant doit s'adapter à son environnement, alors que l'inclusion met en avant le fait que l'environnement s'adapte ainsi que l'enfant et la famille. Voilà, voilà. Donc l'inclusion, la participation active à notre société, l'égalité des chances, ça doit s'appliquer à tout le monde. Exercer des rôles sociaux donne une place vis-à-vis des autres dans la société. En accueillant tout enfant dans une structure petite enfance, nous lui permettons d'accéder à un des rôles qu'il doit jouer dans sa vie. Donc il est l'enfant de ses parents, il peut être un frère, il peut être un neveu, il est le petit-fils de ses grands-parents. Il est également un enfant accueilli parmi tant d'autres et ayant la possibilité d'interagir avec ses pairs. Nous permettons également aux parents d'enfants en situation de handicap de sortir du milieu médicalisé et spécialisé. Peut-être permettons-nous également de rassembler une fratrie au sein d'une crèche. En tant que professionnels, nous permettons également à nos collaborateurs de grandir, de continuer à apprendre, de se poser les bonnes questions. Comment est-ce qu'on accueille? Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Voilà, je laisse la parole à ma collègue. Alors nous, au sein des structures Rigolo comme la vie, nous adoptons du coup un esprit pour être vraiment un créateur de liens sociaux. On travaille avec vraiment des valeurs, on prône vraiment des valeurs fondamentales comme le vivre ensemble, le respect du temps, l'empathie, l'estime de soi. Et ces valeurs sont vraiment des intentions éducatives dans lesquelles nous nous engageons. Par exemple, voilà, dans le projet éducatif commun, on met en avant que la crèche est un lieu de rencontre, de partage, d'expérience, de convivialité, d'émotion, d'aventure et de dons. C'est un lieu où nous allons vers les autres, les uns vers les autres, et quelles que soient les différences. Nous traversons tous ensemble des émotions, des rires, la colère, la surprise, et voilà, on partage tous ces moments-là tous ensemble. L'être humain est programmé pour se rencontrer. Et son bien-être est déterminé notamment par la qualité de ses relations sociales.
Pour les rendre plus harmonieuses possibles, l'empathie est essentielle et c'est la capacité à identifier, sentir et comprendre les émotions d'autrui. Chez Rigolo comme la vie et au sein de la structure où je travaille, le projet Vivre et Grandir ensemble est vraiment le projet essentiel de la crèche. Donc, on vous a partagé voilà, notre vision un peu plus vraiment du point de vue légal de l'accueil d'enfants en situation de handicap. Et vraiment ce qu'on peut proposer, nous, à la crèche, auprès de toutes les familles et les enfants qu'on accueille. On va vous expliquer un peu brièvement le quotidien en fait, qu'on partage au sein des structures en lien avec les professionnels, les familles et les enfants qu'on accueille. Et après, on sera disponible pour vous si vous avez des questions ou des choses à nous faire partager, voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, donc, je disais, ça fait 9 ans que je travaille sur la crèche de Douai, Rigolo comme la vie. Depuis que je suis arrivée, donc en tant qu'éducatrice spécialisée, c'est pas courant pour une éducatrice spécialisée d'être embauchée en structure petite enfance. C'est plutôt des éducatrices de jeunes enfants. Là, c'était une volonté de la part du groupe d'étendre les différentes professions et de pouvoir justement sensibiliser les équipes animatrices petite enfance, auxiliaires de puériculture au handicap plus largement. Donc depuis 9 ans que je travaille sur cette structure, on a toujours eu des demandes de familles d'enfants en situation de handicap, demandes qui ont été accueillies comme pour tout enfant, mais c'était vraiment restreint, ponctuel, une fois de temps en temps. Maintenant, le partenariat qu'on a mis en place depuis 5 ans avec le CAMS de Douai fait qu'on a eu beaucoup plus de familles qui se sont tournées vers nous parce que du coup elles avaient confiance en l'équipe du CAMS et elles nous faisaient plus facilement confiance et on a pu mettre en place vraiment une quinzaine d'accueils par an d'enfants en situation à besoin particulier. Alors c'est ce terme-là qu'on emploie parce qu'ils sont tellement petits que le handicap n'est pas forcément avéré, que les mots ne sont pas encore justement posés. Du coup tout enfant a des besoins particuliers, mais là encore plus. Donc depuis 5 ans, on a vraiment développé cet axe de travail en sachant que c'est des créneaux qu'on propose le plus souvent sur des temps de socialisation, 3-4 fois par semaine sur des demi-journées en fonction du handicap. Un temps plein n'est pas forcément recommandé en fait. Donc voilà, du coup ça permet aussi de se mettre en lien avec tous les partenaires qui existent, donc les premiers partenaires, les parents évidemment, quand ils sont disponibles et prêts à partager avec nous, parce que l'enfant est tellement petit que parfois ils viennent juste d'apprendre le handicap et il faut aussi prendre le temps de digérer la nouvelle. Du coup, les parents sont les premiers partenaires, le CAMS évidemment, la PMI. Et puis après, en fonction du parcours de l'enfant, on essaye de se mettre en lien avec les kinésithérapeutes libéraux, psychomotriciens, etc. Mais là, j'avoue que quand on est une structure petite enfance, on n'est pas toujours, nous, reconnus comme partenaires. Donc, des fois, il faut un petit peu sortir, un petit peu retrousser ses manches, je vais dire. Donc, ouais, ça, c'est mon travail en tant qu'éducatrice spécialisée au sein d'une crèche. Et du coup, depuis début janvier, j'ai pris le dispositif Éveil Pluriel qui me permet d'aller à la rencontre de toutes les équipes du Douaisis, en dehors des crèches Rigolo comme la vie, je me dépêche, pour pouvoir parler justement du handicap, lever les tabous, dire que c'est possible, donner des exemples, insister sur le partenariat en disant vraiment on n'est pas tout seul et c'est important qu'on parle ensemble et qu'on communique énormément pour faire en sorte que ce soit possible et ouvrir nos portes en 2017. Voilà, je vais arrêter là du coup. Donc moi je suis infirmière de profession et donc j'ai intégré la crèche Rigolo comme la vie Noémie à l'ouverture il y a 7 ans. Parce que effectivement cette crèche avec un accueil spécifique et un accueil d'enfants en situation de polyhandicap nécessitait la présence d'infirmières en crèche. Et comme tu le disais, autant les éducatrices spécialisées, voilà, on n'en retrouve pas souvent en structure, les infirmières pas souvent non plus. Et là, effectivement, c'était l'opportunité pour moi de pouvoir travailler auprès d'enfants et auprès d'enfants en situation de handicap, parce qu'il y avait une nécessité, un besoin à ce moment-là. J'ai ensuite évolué et pris la direction de cette structure. Donc cette crèche accueille 25 enfants et sur les 25 places, 8 places sont réservées pour accueillir des enfants porteurs de polyhandicap. Donc l'association Noémie a porté ce projet avec nous
et nous a permis d'avoir des moyens, du matériel à l'ouverture de la structure, ainsi que en termes humains aussi, un professionnel supplémentaire en termes d'accompagnement des enfants, pour pouvoir les accueillir au quotidien. Donc nos partenaires principaux est essentiellement aussi les familles qui, comme le disait très bien Marion, sont encore en découverte du handicap de leur enfant, découverte de l'annonce, etc. C'est quelque chose qui peut parfois être compliqué. Et du coup, il y a un long travail de confiance à établir entre eux et nous pour qu'ils puissent nous permettre d'accueillir leur enfant. Et ensuite, on travaille énormément avec le CAMS de Roubaix, qui connaît maintenant bien la structure et qui nous met en lien aussi avec les familles quand elles ont un besoin pour accueillir, pour faire garder et permettre aussi à leur enfant de voir autre chose que soit la maison, soit l'hôpital ou les structures spécialisées. On reste vraiment une structure d'accueil petite enfance. Donc on propose à tous les enfants qu'on accueille des temps d'activité, d'échange, de partage pour essayer de sortir un petit peu aussi du quotidien un peu médicalisé que peuvent vivre ces enfants. Donc on n'est pas du tout une structure où on va apporter des soins. On va pouvoir accompagner les familles dans le sens où on va pouvoir aussi les soulager dans leur quotidien, de permettre d'accueillir l'orthophoniste, le kiné, la psychomotricienne, parce que du coup ça évite, après le travail, après la journée de la crèche, d'encore aller courir au rendez-vous. Souvent, c'est fatigant pour les familles, c'est surtout très fatigant pour les enfants. Et du coup, on ouvre nos portes pour accueillir ces professionnels et leur permettre d'accompagner, d'intervenir auprès des enfants dans la structure. Et nous, c'est très intéressant aussi pour nous parce que ça nous permet de créer du lien et de pouvoir aussi être accompagné dans ce qu'on peut mener auprès de l'enfant dans son quotidien, c'est-à-dire pour mener à une activité, est-ce que c'est préférable d'installer l'enfant plutôt dans cette position ou plutôt dans celle-ci. On travaille énormément avec eux parce que nous, ça nous aide aussi dans notre quotidien, malgré qu'on soit des professionnels de la petite enfance et qu'on ait des professionnels de santé dans la structure. On fait confiance aux parents, aux intervenants et surtout à l'enfant dans ce qu'on peut mettre en place pour lui. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui imposer des choses, forcément, on va y aller doucement à son rythme, comme on ferait essentiellement pour n'importe quel enfant. Mais du coup, on travaille essentiellement sur le sensoriel, en fait, avec ces enfants-là. Voilà. Je pourrais encore, et Marion aussi, on pourra encore vous expliquer pendant des heures notre quotidien et ce qu'on vit de magique en fait avec ces familles, avec toutes les familles. Mais on va être pris par le temps. Donc du coup, on va laisser vos questions qui finalement, je pense que vont alimenter ce qu'on aurait pu éventuellement vous transmettre par la suite. Quand vous parlez d'activités sensorielles que vous faites avec justement les enfants avec un handicap, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, nous avons, nous, à la crèche, la chance d'avoir une salle Snozelen qui permet de favoriser le sensoriel auprès des enfants. Mais ce sont des activités qu'on peut mener au quotidien, des activités sensorielles, donc qui vont éveiller tous les sens, la vue, le toucher, le goût, l'ouïe, l'odorat. Et du coup, ça peut être des activités simplement de manipulation. Donc de faire manipuler ou de proposer la manipulation de textures différentes. Ça peut être de se mettre dans un espace un petit peu moins lumineux, puis proposer des jeux lumineux par exemple à ce moment-là pour qu'ils aient vraiment le contraste et qu'ils soient stimulés aussi au niveau visuel, ou de proposer des choses plus auditives avec des musiques plus douces ou des musiques plus rythmées, de voir un peu comment réagissent les enfants. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette salle de Snozelen à disposition dans la crèche. Donc on l'utilise beaucoup avec tous les enfants en petits groupes et ça permet vraiment de pouvoir avoir un moment d'observation et de pouvoir avoir un moment vraiment de partage avec les enfants. Mais dans les structures au quotidien, beaucoup de structures se développent et créent des mâles sensoriels
où dedans on peut retrouver tous ces objets qui permettent de vraiment sensibiliser les enfants et de leur faire prendre conscience. C'est surtout ça aussi dans le handicap ou le polyhandicap, c'est de faire prendre conscience aux enfants de leur corps, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui ? Alors, nous, on accueille des enfants vraiment porteurs de polyhandicap. Donc, ça va vraiment être... alors, effectivement, la nuance, elle est un peu compliquée, hein, parce que on accueille les enfants de 2 mois et demi à la veille des 4 ans et à la veille des 6 ans pour les enfants en situation de handicap. Effectivement, quand on les accueille tout petits, comme disait Marion, c'est encore la découverte. Il n'y a pas encore forcément de diagnostic posé. Les recherches, les examens sont toujours aussi en cours et il n'y a pas forcément de mots sur une pathologie ou un diagnostic posé à ce moment-là. Néanmoins, les enfants, comme ils sont suivis par le CAMS, il y a quand même des choses qui ont déjà été décelées et le suivi. Donc, nous, les 8 places sont vraiment par rapport au polyhandicap, c'est-à-dire que déjà, il y a une notion d'autonomie pour la vie future qui est en questionnement et qui risque d'être un peu limitée. C'est ça en fait la nuance entre plurihandicap et polyhandicap, c'est qu'il y a vraiment une atteinte de l'autonomie de l'enfant. Mais parfois, on a accueilli des enfants sur des places, sur les 8 places, qui finalement ont dépassé tout ça et ont pu intégrer l'école avec un accompagnement ou des structures spécialisées, mais pour qui l'autonomie a quand même bien évolué. Néanmoins, sur les 17 places qui nous restent, on est tout à fait ouvert à pouvoir accueillir des enfants en situation de handicap, puisque c'est la loi, et c'est vrai que du coup, ça nous permet de le faire. Donc, il n'y a pas vraiment on accueille tout type de handicap finalement chez nous. Des choses qui sont déjà diagnostiquées ou qui sont en cours de diagnostic. Mais ça peut être des enfants simplement avec un retard des acquisitions, un retard psychomoteur, etc. Avec vraiment des pathologies bien ciblées. Et surtout chez nous, le fait d'avoir des professionnels de santé, donc moi, je suis la directrice, je suis infirmière, mais j'ai 2 infirmières qui sont là aussi sur le terrain pour pouvoir amener des soins aux enfants si besoin. Par exemple, des enfants qui ont une gastrostomie, une nutrition parentérale, etc. Ça permet de pouvoir les accueillir aussi sur des temps à la crèche. Donc, c'est assez varié, finalement. Moi, je parle juste du coup de la crèche de Douai parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes accueils du coup, parce que pour l'instant, j'ai pas eu de demande d'enfants en situation de polyhandicap. Par contre, on accueille de plus en plus d'enfants avec des troubles envahissants du développement. Et là, je mesure mes mots parce qu'ils sont tellement petits que les diagnostics sont pas posés. Mais on a eu des enfants avec autisme, du coup, en grandissant, où le diagnostic a été posé, mais l'enfant quittait quasiment la crèche quand le mot a été posé. Troubles du spectre autistique, troubles envahissants du développement, ils sont tellement petits que la différence avec Céline, comme tu disais, où il peut y avoir une problématique au niveau de la santé, de l'épilepsie par exemple, moi pour le coup, dans ma structure, j'ai pas encore eu cette demande. Au moment où on aura la demande, on formera l'équipe. Pour l'instant, j'ai pas accueilli d'enfants avec de l'épilepsie par exemple. Mais du coup, tout parent qui vient du CAMS, on connaît l'équipe du CAMS, on lui fait confiance. Le parent n'est pas obligé de nous dire le handicap de l'enfant, soit parce que déjà le mot n'est pas posé, soit parce que le mot est posé mais que le parent n'a pas du tout envie qu'on lui colle une étiquette. Et du coup, moi je parle, lors d'une rencontre avec une famille, j'aime bien savoir les habitudes de l'enfant, mais comme pour toute famille, je vais plutôt partir sur ces questions-là que finalement je peux poser à tout parent, plutôt que d'avoir besoin de connaître le handicap. Moi, je n'ai pas besoin, clairement, sauf quand effectivement il y a des particularités à savoir. Donc je ne vais pas vous faire l'historique de mes 9 dernières années d'accueil. On a accueilli des handicaps différents, mais j'ai pas su à chaque fois ce que c'était parce que il y a des parents qui gardaient ça pour eux et c'est complètement ok. Voilà. Non. Et tout à l'heure, je parlais du fait qu'on ne pouvait pas...
C'est ça qui est important, c'est... Ouais. Ah oui. Et oui, vous oui. allez, en fait, vous êtes une professionnelle de la petite enfance. Donc effectivement, ce qui est important aussi dans votre métier, ou ce qu'on peut dire aussi même aux parents d'enfants en situation de handicap, c'est de se faire confiance et de s'écouter, de comprendre l'autre, et c'est ça qui est important. Se faire confiance dans voilà, cet enfant, si je lui propose cette activité, il l'apprécie pas du tout. Vous allez bien voir qu'effectivement, la prochaine fois, vous n'allez pas lui proposer, parce que lui proposer autre chose, ça lui plaira beaucoup, même si, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de finalité. Il n'y a pas de finalité. À c'est part pas le grave. plaisir, voilà. la découverte, c'est le plaisir. Voilà, c'est ça. Mais donc, voilà. c'est ça aussi, nous, le point sur lequel on veut appuyer. Et c'est ce qu'on dit en fait aux équipes qui accueillent voilà, parfois des enfants en situation de handicap qui se posent aussi beaucoup de questions en disant mais oui, mais alors moi je ne suis pas formée à ce handicap, je ne sais pas voilà, comment il faut faire. Il n'y a pas réellement de formation, sauf quand il y a des prises en charge vraiment particulières. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de formation puisque le lien et la relation, elle va se créer différemment avec tel enfant, comme voilà, vous allez créer des liens différents avec telle famille, tel parent. Et ce qui est important, c'est de se faire confiance et vraiment de vivre et de prendre plaisir au moment où vous partagez ces moments-là avec eux. Après, je termine juste dans l'accueil. Vous êtes seule face aux parents, du coup, vous êtes la seule professionnelle. Nous, on travaille en équipe. L'équipe avec laquelle je travaille, donc c'est une grosse équipe, on est plus de 10. Je suis l'éducatrice spécialisée, mais ceci dit, je ne suis pas la référente de toute famille d'enfants en situation de handicap. Ça n'aurait pas de sens. Je ne suis pas là tous les jours à la crèche non plus. Du coup, il y a quand même des personnes de mon équipe qui sont venues vers moi pour me dire... j'ai vraiment envie de travailler sur ce sujet-là, ça m'intéresse. Je suis animatrice petite enfance, j'ai eu aucune formation dans mon CAP petite enfance, mais ceci dit, j'ai vraiment envie. Voilà. Et du coup, chaque enfant qui est accueilli dans nos structures, la famille a une référente. Donc déjà, il y a un lien qui se crée avec une professionnelle pour cette période d'adaptation qui va durer quelques semaines. Mais du coup, ce sera toujours la même professionnelle qui sera l'interlocutrice privilégiée de la famille et le premier repère de l'enfant dans la structure. Et du coup, par là, les parents qui ne nous disent pas le handicap, au fur et à mesure de la vie en crèche, des mois, des semaines qui s'écoulent, évidemment, les langues se délient, et tant mieux. Enfin, je veux dire, s'il y a aussi cette proximité, parce qu'on est au quotidien là pour les enfants qu'on accueille. Du coup, évidemment, à un moment donné, il y a du lien qui se crée aussi comme ça. Et enfin, voilà, la confiance, c'est primordial. Pour ces enfants porteurs de handicap, donc du comportement ou l'autisme, souvent, ce sont des enfants qui viennent une demi-journée ou deux demi-journées. Sur des petits créneaux. Est-ce que dans les 9 ans d'expérience que vous avez sur la crèche ou ailleurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé de se dire en fait cet enfant ne peut pas être accueilli en collectivité parce qu'on n'arrive pas c'est pas bon pour lui non plus. On ne sait pas comment gérer entre guillemets l'enfant, de faire en sorte qu'il se sente bien et de comprendre avant tout dans un collectif avec d'autres enfants parce qu'on voit qu'il est envahi des émotions. Mais alors tout accueil, de toute façon, tout accueil d'enfants en situation de handicap, il faut qu'il y ait un sens derrière, même si on n'a pas du tout de vocation thérapeutique, comme vous disiez. Il faut quand même que ce soit dans la bienveillance et du coup pouvoir travailler avec les familles pour... voilà, moi j'ai des parents qui me disent on part sur des semaines de 9h à 16h tous les jours. Allons-y doucement, prenons le temps de se connaître et voyons si l'enfant le supporte. Parce que la structure où je travaille, c'est 38 berceaux. Donc c'est pas une petite structure, il y a plus gros, mais c'est quand même 38 enfants à l'heure. Et du coup, certains qui sont là que le matin, d'autres plutôt l'après-midi, d'autres en journée. Et ça fait du passage, des allées-venues. On accueille quand même 4 enfants actuellement avec des troubles envahissants du développement. Donc je reste sur ce terme-là, même s'il y a des nuances à apporter. On reste sur des demi-journées de 3-4 heures et on a une vigilance dans l'équipe pour avoir des temps
en plus petits groupes ou alors vraiment des temps en individuel. Par exemple, là, je parle de début d'après-midi quand ils font la sieste. Non, mais on est bien d'accord que ça, c'est pas quelque chose qu'on peut proposer toute la journée parce que du coup, il y a le collectif. Et comme vous disiez, pour un enfant avec des troubles envahissants du développement, les sens sont exacerbés. Du coup, le bruit, les mouvements autour. Oui, voilà, exactement. Comment, enfin, on n'explique pas les mêmes choses. On explique. Disons qu'on ne développe pas les mêmes choses. Pas avec autant de précision pour un enfant avec des troubles autistiques pour le coup. Donc c'est important qu'on en discute en équipe. Les réunions d'équipe, les temps de supervision, si on a des temps de supervision, les relations avec le CAMS, le fait de pouvoir téléphoner, de dire là j'ai besoin, et la famille, quand cette famille est en capacité de donner son expérience de vie familiale, comment est-ce que vous faites à la maison? Comment ça se passe avec l'orthophoniste? Comment est-ce qu'on peut travailler la communication avec lui? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire? Mais c'est complètement ok de poser ces questions-là parce que le but c'est de bien faire les choses. Donc, exactement. En sachant qu'on peut tout à fait s'autoriser à se dire, bah voilà, dans l'équipe, il y a telle partie de l'équipe qui travaille sur la motricité libre, l'autre travaille sur... Enfin voilà, il y a plein de thèmes qu'on peut évoquer en petite enfance. Et du coup, 2-3 personnes qui sont sensibilisées au handicap. Moi, je suis sensibilisée au handicap. C'est un sujet qui m'a toujours portée depuis mon adolescence. Et du coup, je suis à l'aise avec ça. Enfin, pour moi, c'est mon travail. Mais du coup, c'est pas le cas pour tout le monde. Et il faut pouvoir l'entendre et en parler. Alors, nous, c'est un petit peu magique, entre guillemets, ce qu'on vit au quotidien, parce que forcément, à l'inscription de leur enfant, on explique le projet spécifique de la structure. Les parents sont toujours effectivement ravis que leur enfant puisse partager ces moments-là à la crèche, parce que pour eux, l'inclusion et le vivre ensemble, ça se commence dès le plus jeune âge. Donc, souvent, les familles, elles m'expriment qu'elles n'ont pas du tout de problème avec ça et qu'au contraire, c'est bien que ça puisse se faire dès le plus jeune âge en structure petite enfance. Et ça crée beaucoup de liens. Et ça, alors, les témoignages des enfants qui n'ont pas de handicap, des parents d'enfants qui n'ont pas de handicap, eux, ils vivent ça comme quelque chose de normal, en fait, que ces enfants-là soient aussi accueillis à la crèche. Et du coup, il y a des liens qui se créent entre parents. Donc on parle beaucoup d'empathie, donc au niveau professionnel, au niveau des enfants, mais elle existe aussi énormément au niveau des parents. Et ça permet aussi des parents d'enfants porteurs de handicap de se sentir moins seuls, aussi moins isolés et moins caractérisés entre guillemets, parce que forcément, par exemple, quand ils se voient au CAMS, ils se voient un peu ils se rencontrent un peu pour la même chose. Là, quand ils viennent, il y a un système, un pied d'égalité, c'est-à-dire que eux aussi viennent déposer leur enfant à la crèche pour que leur enfant puisse s'éveiller à la crèche, partager des moments avec les autres enfants, etc. Et là, il n'y a pas de notion de différence, de soins, de rééducation, etc. Donc c'est très positif et il y a beaucoup de liens qui se font entre les familles. Et j'ai déjà entendu à la sortie de la crèche, si ça va pas, tu viens boire un café à la maison. Des parents qui se rencontrent à la crèche, qui font connaissance au fil du temps parce que à l'accueil de leur enfant, ils se rencontrent, ils discutent, ils échangent sur des sujets. Et finalement, ça crée du lien au-delà effectivement de parents qui pourraient juste se croiser dans un hall d'entrée à la crèche. Et donc ça c'est important, et du coup au sein du réseau Rigolo comme la vie, il y a une maison qui va s'ouvrir très prochainement, qui s'appelle Graines de parents, et qui va permettre aussi d'être un lieu d'accueil pour les familles, donc pour toutes les familles de la ville de Roubaix ou des alentours qui auraient besoin d'avoir un soutien à la parentalité, mais également un soutien au handicap, etc., puisque cette maison va accueillir également les bureaux de l'association Noémie. Donc c'est vraiment un lieu qui va permettre aussi aux familles de pouvoir se retrouver, échanger, exposer leurs
leurs difficultés, simplement venir passer un moment d'activité, d'échange avec leur enfant ou pas, ou participer voilà, à des mini-conférences, des cafés parents, etc. Être vraiment un lieu où aussi ils peuvent, eux, se retrouver en tant que parents. Ce lieu sera ouvert à tous les parents. Vraiment, on essaye de travailler et d'accompagner les parents qui en ont besoin voilà, sur différents thèmes, la parentalité, le handicap, etc. Une dernière question ? Vous avez fait le tour du sujet. Des EAGE, il y en a tout plein. Donc, on est pleine d'espoir pour faire en sorte que ça grandisse. Il y a la Souris Verte à Lyon qui accueille des enfants. Oui, aussi. Enfin, disons, où là, c'est inscrit dans le projet. Maintenant, il y a une étude qui a été faite dans dans mon secteur où je travaille. Il y a une étude qui a été faite auprès de toutes les EAGE qui ont dû répondre à un questionnaire. Et 80% des structures avaient déjà accueilli ou avaient déjà accueilli un enfant en situation de handicap. Après, il ne faut pas non plus se mettre une pression de fou. Il faut pouvoir, comme on disait tout à l'heure, déjà répondre aux besoins de la famille, certes, mais surtout aux besoins de l'enfant, du coup. Et puis... le but, c'est pas que chaque structure ait les 10, 15 enfants à besoin particulier d'accueil. Si elle les demande et qu'on peut, bah, pourquoi pas. Mais après, en fonction de... quand on travaille en micro-crèche, déjà... Enfin, ça, je trouve que vraiment, les micro-crèches où on accueille 10 enfants en même temps, là, pour le coup, bah, le bruit, il est quand même moindre. Ce serait peut-être un environnement parfois plus adapté en fonction du handicap, parce que ça reste de l'inclusion et de la collectivité, mais c'est 10 enfants. C'est pas 40, c'est pas 50. Et donc voilà, à voir, à travailler, mais l'important c'est vraiment de pouvoir rencontrer les professionnels petite enfance, se poser, discuter, voir aussi au niveau des familles quels sont les besoins, et puis ne pas se mettre de pression. Enfin, on parle de l'accueil d'un enfant, parce que c'est un enfant du coup, et puis voir vraiment tous ensemble ce qu'on peut faire. Alors nous, on essaie vraiment d'essaimer ça au sein du réseau. Donc on a aussi, chez Rigolo comme la vie, des collectifs qui permettent d'échanger sur différents sujets, hein, sur la pédagogie, sur l'animation et sur le handicap également, et de pouvoir voilà, donner des pistes, donner confiance aussi aux professionnels pour qu'ils puissent voilà, se permettre d'accueillir ces enfants en situation de handicap. Et du coup, on est là aussi en termes de repères, de témoignages et d'accompagnement. Et on essaie aussi vraiment de créer du réseau et du partenariat. C'est ça qui est important. Parce que même nous, si on a ce projet spécifique, on travaille avec du monde autour, on ne reste pas seul en fait avec ça. On a besoin aussi, nous on a besoin régulièrement de faire intervenir au sein de la crèche une éducatrice de jeunes enfants qui travaille à la ludothèque de Roubaix, qui est une ludothèque des papillons blancs, avec une éducatrice qui est vraiment... qui cible vraiment les jeux et qui peut nous donner des idées à les adapter pour les enfants en situation de handicap. C'est bête, hein, parce que c'est vrai que quand sur une boîte de jeux il est marqué que c'est voilà, pour les 0-6 mois, en fait l'âge ça n'a pas d'importance finalement. Et le jeu on peut très bien le détourner aussi de sa finalité et d'y jouer autrement. Et ça voilà, c'est des partenaires qu'on crée au quotidien pour pouvoir aussi nous accompagner et nous donner aussi voilà, des pistes et des idées pour accompagner ces enfants. Et je rebondis juste sur le jeu en me disant que de toute façon, toute activité qu'on propose en structure petite enfance, tout est à proposer à tout enfant, puisque de toute façon, on le disait tout à l'heure, on n'attend pas que quand on fait peinture, l'enfant n'est pas forcément obligé de prendre un pinceau et de peindre avec le pinceau en trempant correctement dans la peinture. Il peut le faire avec les doigts, il peut le faire de la manière qu'il veut, et s'il veut juste manipuler la feuille, il le fait. Et donc du coup, pouvoir proposer cette activité à tous et que chacun le fasse différemment, ça doit pouvoir être OK. Enfin, voilà. De toute façon, on le voit au quotidien, hein, déjà quand on est dans sa famille avec ses propres enfants ou en structure avec un groupe d'enfants. Si on propose une activité, il n'y en a pas un, enfin il n'y en a pas deux
ou 3 qui vont la mener de la même manière. Et là, c'est pareil, si ça permet aux enfants en situation de handicap de pouvoir s'émerveiller, prendre du plaisir, partager, communiquer avec les autres, c'est ça en fait. Déjà ça, en fait, on a gagné, on leur a permis de faire quelque chose en fait dans leur journée. On a fini. Merci beaucoup, on vous sent passionné par ce que vous faites et c'est beau de voir cette passion qui vous anime justement autour de cette question-là. Donc merci encore à vous de vous être déplacés et d'être venus nous présenter ce merveilleux projet d'inclusion des enfants en situation de handicap dans les collectivités.